table ronde, elle est modérée par Marc Sabardey, associé fondateur chez 3D Tex, la première usine de tricotage rectiligne entièrement 3D en France, qui est basée à Saint-Malo et qui intègre les toutes dernières technologies de conception, de fabrication et de mise au point 3D dans le but de démocratiser le Made in France. Bonjour Marc. Bonjour Natacha. Alors, bienvenue pour cette table ronde. Donc, je vais tout de suite présenter les invités que tu vas recevoir pour cette table ronde, qui sont Grégoire Villerval. Bonjour Grégoire. Vous êtes avec nous? Alors, Grégoire, vous êtes styliste et modéliste de formation, fondateur et directeur créatif récompensé par de nombreux prix, notamment lors du festival de Dinan, pour votre marque de streetwear créative Éclore. Vous êtes aussi cofondateur de Scoto Malab, qui met à disposition son savoir-faire en stylisme et en modélisme afin de donner vie aux idées de vos clients en utilisant notamment les dernières technologies disponibles, dont la 3D. Nous accueillons aussi Maria Elena Iglesias et Olivier Drevon. Bonjour. Vous êtes cofondateur de We Are Melrose Design Studio, une agence de design spécialisée dans l'outerwear, le sportswear et le performancewear. Vous proposez du prototypage virtuel de vêtements, des solutions de marketing et communication digitale, et aussi la modélisation 3D de collections de mode et luxe. Et pour finir, nous accueillons aussi Vincent Gurdal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de VVC, Verson Velaes Coursier, spécialiste en équipement de test sur textile, cuir, matériaux souples et rigides en France et à l'export. Et vous réalisez notamment des scans 3D des matériaux pour les logiciels de digitalisation de la création. Voilà, je vous ai présenté. Je vous laisse la parole, Marc, pour commencer cette table ronde. Bien, merci beaucoup Natacha pour cette présentation. Donc Grégoire va nous présenter, va nous faire une introduction générale des aspects du design virtuel. C'est pour ça que c'était important de commencer par lui. En ce qui concerne la technique et la formation initiale et continue. Ensuite, on aura Marie-Hélène et Olivier qui vont nous parler de l'atelier virtuel. Je fais une petite introduction comme ça sur les différents topics qui vont être vus pendant cette table ronde pour donner le temps à Grégoire de trouver le chemin. Donc, ils vont nous parler de l'atelier virtuel et de d'une notion importante qui est la notion d'asset. Et ensuite, Vincent nous fera un état de l'art de la numérisation, puisque c'est une de ses nombreuses compétences et aujourd'hui le cœur de son métier de tous les jours. Et enfin, avant de donner la parole aux questions, je vous parlerai rapidement des aspects de la fabrication virtuelle et de nos problématiques. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, Marie-Hélène et Olivier, c'est face à ce bouleversement de la méthode, des outils, comment est-ce que les différents métiers de la mode peuvent collaborer? Justement, c'est une question qui est super intéressante parce qu'il y a quand même un bouleversement justement des différents postes. Je dirais que par le passé, le styliste, on va dire, conceptualisait, idéalisait une idée afin de travailler sur une collection, puis passer le relais, on va dire, à la partie technique, au bureau d'études. Et en fait, cette notion passait ensuite de service en service pour arriver jusqu'au marketing et à la vente. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'outil 3D, on peut dire qu'on a quand même centralisé cette notion et qu'il va falloir un peu redéfinir les tâches et peut-être même les ordres d'échange qu'on peut avoir avec les différents ateliers, les différents services. Je dirais que, avant tout, ce qui est intéressant de se poser, c'est où on a envie d'aller et à quoi ça sert, en fait. Et à quoi ça sert. Nous, on est une agence de design, donc quand on va parler d'assets, Olivier peut parler d'assets ensuite, mais on crée l'asset quelque part. On crée l'asset, c'est-à-dire le design, l'idée, qui va ensuite être potentiellement échangé avec le bureau d'études,
qui va ensuite être exploité sur la partie marketing. Aujourd'hui, si on a un logiciel, voilà, nous on travaille sur Clo, c'est vrai que Clo, potentiellement, on a une espèce de couteau suisse. On a un couteau suisse qui nous permet de tout faire. Or, on est une personne et une personne ne peut pas tout faire en un temps donné. Quand on Vous doit êtes au début de la chaîne, hein, c'est ça. Hein, c'est voilà. ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, oui, vous êtes à l'initiative au début d'une chaîne et que, comme tu le disais, ce qui est important, c'est le chemin également et les personnes qui vont l'emprunter et, si possible, qu'ils soient sur le même chemin. Exactement, exactement. Nous, en tant que designers… Oui. Non, mais vas-y, finis ta phrase. Pas de souci. Nous, en tant que designers, c'est vrai que ce qui nous a amené, on va dire, à la 3D, c'est quand même la recherche, c'est le travail sur l'ergonomie, sur la forme. C'est ce qui nous permet de créer. Pour nous, l'outil, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin dans le contenu créatif. Et de transmettre l'idée sans déperdition, c'est ça également, c'est que depuis la conception du modèle et du design jusqu'à la communication finale et la vente au client final en passant par la fabrication, on ait le moins de déperdition possible entre l'idée et sa réalisation, c'est ça? Oui, ça c'est un résultat qui est un grand bénéfice, mais à la base, c'est quand même un outil. Nous, pourquoi est-ce qu'on y est allé? C'est parce que c'est un outil qui nous permet, nous, de générer une autre forme de création. Avant, on travaillait en 2D, on avait une face, un profil, un dos, enfin voilà, on travaillait sur Illustrator, toute la chaîne Adobe. On était quand même un peu limité quelque part. Là, aujourd'hui, avec la 3D, justement, c'est ce que ça nous apporte, nous, dans le sport, où on est vraiment en recherche d'ergonomie, on est en recherche de complexité. On travaille sur les intérieurs, sur les extérieurs, on a des notions de complexité autour de la matière, de complexité autour du design, de la forme. Le but premier, il est là. Le but premier, il est là. Ensuite, il y a, dans toute cette chaîne-là, il y a le produit, la mise au point et comment on fonctionne avec les différents bureaux. Parce qu'en tant que designer, on n'est pas censé être patronnier quelque part. Je veux dire, la mise au point, généralement, elle est ensuite laissée au bureau d'études. C'est là où, justement, c'est intéressant, où les métiers vont évoluer. C'est-à-dire que le styliste devient un peu plus patronnier et le patronnier devient un peu plus styliste. À un moment donné, il faut aussi travailler en collaboration et peut-être en fonction de l'objectif. Est-ce que l'objectif, il est juste dans le design? À ce moment-là, le patronage peut être approximatif et ensuite va être récupéré sur Lectra ou Javert, mais c'est quand même un peu dommage parce que justement, l'idée, c'est d'optimiser cette chaîne ce data pour qu'il soit le plus juste possible. Et en fait, on se rend compte que le plus il est juste et le plus il est réel. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'être le plus réel possible parce que cette chaîne, ce data, il est potentiellement utilisable de la création jusqu'à la mise au point, jusqu'à le développement, la mise en fabrication, et puis évidemment jusqu'au patch-shot, jusqu'au contenu marketing. Et donc, plus il est réel, de par sa matière, de par sa construction, évidemment, de par son patronage, l'avatar, il joue un rôle aussi, plus il est réel et plus il a d'intérêt. Oui, tout à fait. On va justement, tu parlais tout à l'heure d'outils et on a commencé à évoquer un petit peu les outils. Et il y a une autre évolution, donc tu viens de parler de la révolution de la 3D et du fait qu'on intègre les nécessités du bien-aller dès la création du produit et que comme ça, on crée une chaîne avec, dans l'idée, toujours déjà des considérations de modélisme ou en tout cas de bien-aller du produit. Je ne sais même pas si on peut parler de modélisme quand on rentre en 3D comme ça. Et comment, tu parlais tout à l'heure vous êtes designer et vous venez donc traditionnellement de ce qu'on appelle la chaîne Adobe et Mac. Et donc, comment est-ce qu'on mute de cette chaîne traditionnelle, classique, Adobe Mac à la chaîne PC Clo 3D? Parce que c'est clair qu'on évolue dans un monde où
les designers, les stylistes avaient l'habitude de travailler essentiellement sur Mac. Et comment on arrive à les faire passer de Adobe Mac à PC Cloud 3D? Et est-ce qu'il y a des résistances par rapport à ça? Alors moi, je vais intervenir dans le sens où ces logiciels 3D, en fait, à l'origine, ont été faits plutôt pour les jeux vidéo, à la base, on va dire, enfin, en ce qui nous concerne, donc développés plutôt sur des PC. Donc, en fait, personnellement, enfin, en ce qui nous concerne, on a commencé à travailler sur ce logiciel, sur Mac, bien sûr, mais une fois qu'on a acquis la fluidité, en fait, avec ces logiciels, en fait, on se rend compte que comme ils ont été développés nativement sur PC, je pense qu'il y a un moment où il va falloir passer sur PC, parce que en fait, voilà, c'est plus rapide. Et, ça tourne beaucoup plus vite, hein, tu me disais, lors de la présentation, de la préparation, pardon, et au final, c'est pas impossible à faire, quoi. Un Mac native peut devenir un PC native. Voilà, je vais juste revenir sur la notion de ce que disait Maria-Elena pour résumer sur la notion de communication dans ces outils, en fait, dans ces fichiers 3D. En fait, c'est quand on commence à désigner en fait en 3D, on génère ce qu'on appelle en fait un asset. Alors, justement, c'est un mot qui vient de la 3D du jeu vidéo en fait. Et ce sont des fichiers beaucoup plus riches en termes d'informations que des fichiers 2D en fait. Et dedans, dans ces fichiers-là, en fait, c'est ce qui permet d'ailleurs d'accroître la communication tout au long de la chaîne. C'est que ça va, si on veut développer par exemple le produit et le produire, forcément, on va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec des acteurs déjà présents sur le marché, qui sont par exemple Lectra ou Gerber, et en même temps aussi permettre une communication beaucoup plus digitale, si on veut rester en digital, jusqu'aux plateformes de vente ou carrément rester 100% digital d'après nos créations, l'animer, etc. Donc, c'est vraiment des fichiers très, très puissants, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait, et qui permet une communication tout au long de la chaîne de création. Voilà. Donc ça, et c'est cette création d'assets dont tu parles qui va permettre de communiquer avec des logiciels de conception ou de production type Lectra ou Gerber, c'est ça? Absolument. En fait, c'est le même fichier, c'est vraiment ce même fichier qui va en même temps à la fois permettre de communiquer sur Gerber et Electra et en même temps pouvoir être récupéré, pourquoi pas, par des gens qui font déjà des acteurs de la 3D et les faire évoluer de manière beaucoup plus vivante et interactive. Je pense par exemple à une plateforme française qui s'appelle Sketchfab où on peut j'allais te relancer sur Sketchfab, effectivement. Voilà, donc on peut vraiment, je veux dire, exploiter, parce qu'en fait, c'est dommage quand on crée des vêtements en 3D d'aboutir à des photos en 2D, etc. On peut aussi effectivement récupérer toute cette data pour les intégrer par exemple dans des outils beaucoup plus interactifs où on aura une notion peut-être on pourra tourner autour, on pourra les voir en réalité augmentée, on pourra aussi intégrer, pourquoi pas, de la customisation, de la personnalisation des modèles, et bien sûr, tout ce qu'on a dit auparavant, la prévente, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Il y a d'autres acteurs qui vont intervenir, qui vont intervenir dans le futur, je pense. Et vraiment, nous, on met le focus sur la communication et sur l'échange de ces fichiers qui est important, en fait. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, et on a besoin justement de tous ces acteurs qui sont présents et pour optimiser justement la communication des modèles. Merci Olivier pour ces explications. Avant que l'on ne passe la parole à Grégoire, j'aurais souhaité que, je crois, hein, on en avait parlé lors de la présentation, vous aviez évoqué, Marie-Hélène et toi, la notion d'atelier virtuel. Et je crois que c'est important d'en parler. Marie-Hélène faisait référence au fait que quand on est sur Cloud 3D ou sur ces logiciels-là et qu'on crée des assets, on a l'impression que pousse derrière vraiment toute la chaîne de production et qu'on a une usine virtuelle derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? C'est-à-dire que c'est un peu la magie. D'ailleurs, quand on commence, nous, on a commencé il y a à peu près, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, c'est assez magique en fait, au départ. On a vraiment l'impression, moi j'ai fait des études de modélisme et de stylisme ensuite, mais c'est vrai que cette idée d'avoir un mannequin, c'est l'idée de la toile en fait qui est incroyable. Cette toile, alors qui est virtuelle, mais on coupe, on épingle, voilà, cette idée d'atelier, elle est quand même, il y a une forme de surpuissance quand même quelque part, je trouve, en termes de, pour un styliste. Il y a quand même cette idée d'avoir la monteuse, la prototypeuse, la patronnière, le design, le service matière. Enfin, on est tout, en fait. On est tout en une seule personne. Et la complexité de la chose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi un peu lâcher le morceau, parce qu'on ne peut pas tout faire en une journée. Et en même temps, quand on travaille sur une collection complète avec plusieurs, 30, 50 modèles,
on peut pas, à un moment il faut un peu lâcher et se concentrer sur notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est le design. Peut-être que le patronage, il faut le laisser venir, échanger en amont peut-être avec les modélistes et leur dire, voilà, on a étudié notre fit cette année, cette saison, on veut que ce soit ce fit-là. Vous nous le mettez au point, on travaille ensemble le bien aller et on le récupère, mais on n'est peut-être pas les premiers en fait. Il faut aussi lâcher et accepter les allers-retours, chose qu'avant, ça ne se faisait pas. On était au début. On dessinait de notre côté et puis point barre. Et on passait le colis ou le bébé à l'autre. Ouais. Exactement. Et en guise de conclusion, en fait, ce que je comprends, c'est qu'au contrairement à l'idée que se font certaines personnes qui font un peu de résistance par rapport à la 3D, on vient travailler encore plus comme avant, encore plus avec ses ciseaux et son Stockman, quoi. Sauf qu'ils sont virtuels. Mais alors que ça, globalement, quand on travaille sur la 2D, en 2D, on l'oublie un peu. On fait du dessin et on essaye après de faire rentrer des courbes là-dedans. Donc ça, c'est important, je pense, de le dire, de le rappeler. C'est que les techniques de 3D nous permettent de revenir à l'origine de notre métier, qui est d'abord de penser au bien-aller, à la motion, au mouvement et de la personne qui va vivre et qui va bouger dans le vêtement. Donc ça, c'est… Ça fait partie des évolutions du styliste aussi. Ça fait partie des évolutions du styliste. Exactement. Alors voilà, ça évolue. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans les formations, on va vite vers du concept, plutôt de la plateforme de marque, etc. Et on oublie un peu la partie technique, mais peut-être que c'est d'autres métiers. Les métiers vont évoluer, c'est tout à fait normal. Mais une manche montée reste une manche montée. Je veux dire, c'est ça. La technique 3D, est importante. Si la manche elle est mal foutue, ça se voit de toute manière, que ce soit en réalité ou en virtuel. Ça ne pardonne pas. Justement, Marie-Hélène, merci beaucoup et Olivier pour cette… C'était pas supposé être l'introduction, mais vous nous avez déjà fait beaucoup avancer. On va revenir justement sur l'introduction générale des aspects du design virtuel à travers le témoignage. C'est pas un témoignage, mais en tout cas l'intervention de Grégoire. Donc bonjour Grégoire, c'est bon, est-ce que ça fonctionne maintenant? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Super bien. Super. Donc Grégoire, on va parler ensemble de la technique, hein, parce que tu es comme Marie-Hélène et Olivier un pur technicien. Et ce que l'on aimerait savoir, c'est les étapes et les prérequis. Les informations nécessaires aussi de la part de la marque pour bien développer en 3D. Donc, évidemment, on revient un petit peu à la genèse de la construction 3D, mais de quoi est-ce que toi, tu as besoin de la part de la marque pour bien travailler? C'est vrai que comme ça a été déjà très bien dit avant… Est-ce que tu m'as entendu? Oui, complètement. La ligne n'était pas très bonne. Oui, ça a un peu coupé, mais je t'ai entendu, pas de souci. Comme c'était dit avant, en fait, c'est vrai qu'on a des outils maintenant avec la 3D qui permettent en fait de tout centraliser sur un même programme et un même fichier. Donc, c'est vrai que moi, je compléterais même dans l'idée de… En fait, je trouve que ça crée un nouveau lien en fait, entre les personnes qui travaillent dans une même entreprise ou des prestataires extérieurs. Parce qu'en fait, un même fichier, il va passer entre le modéliste, le styliste, le commercial, etc. Donc, moi, je trouve que c'est même une bonne chose pour les entreprises d'avoir ce nouveau lien en fait, entre les usagers et qui servent en fait, de la même chose. Après, sinon, oui, pour les prérequis, en fait, on va avoir besoin de à peu près tous les champs des possibles. Que ce soit en fait dans la partie stylisme, dans la partie modélisme ou dans toutes les parties, en fait, on va avoir besoin d'informations si on va vouloir un fichier tout à fait complet. En fait, ça va dépendre aussi de la demande du client, bien sûr, parce que là, on parlait d'avoir un fichier qui, à la fin, devient un fichier totalement parfait sur lequel on peut travailler de façon commerciale ou marketing.
Mais après, c'est vrai que et donc là, il va falloir utiliser, je pense qu'on vous en parlera plus longuement après, mais du scan du tissu, etc., de la qualité du tissu, et donc de le digitaliser. Mais ça va être la même chose. Donc, Vincent va nous parler de tout ça tout à l'heure, ouais, voilà, effectivement, c'est ça. sur l'état de l'art de la numérisation. Et par Exact. rapport, là aussi, on fait souvent le parallèle avec la 2D. Combien de temps ça, en moyenne, prend le développement d'un style en 3D si on compare, si tu peux faire une comparaison par rapport à un développement en 2D, même si on sait que de toute façon, un développement en 3D va aller beaucoup plus loin dans la chaîne et ce, naturellement et en toute fluidité qu'un développement 2D. Mais en tout cas, si tu compares un travail 2D d'un travail 3D, euh, en moyenne, combien de temps est-ce que va prendre de la 3D par rapport à du 2D? Après, ça va dépendre aussi si le modélisme est déjà fait avant ou pas, ou s'il va falloir le faire. Mais c'est vrai Mhm. que dans tous les cas, le temps est forcément réduit, dans le sens où en fait, on a une projection tout de suite grâce à l'interactivité entre la 2D et la 3D sur le logiciel. Donc, on va avoir en fait une autocorrection un peu en temps réel, ce qui fait qu'on va gagner énormément de temps et en fait, on va éviter beaucoup d'échanges entre le client ou les différents départements parce que on va pouvoir tout de suite prendre une photo ou montrer directement le Ouais. fichier avec On va les tout de suite liseuses dont voir on a parlé tout à le l'heure. rendu final, quoi. Dès les premiers stades, c'est ça, C'est ça, du c'est design, ça. on va voir à quoi ça Ouais, va ressembler. C'est comme des refs qui seraient animés, quoi. Au lieu de faire exactement. juste des croquis vite fait, là, ça donne tout de suite une idée finale de l'article au porté. Euh, ouais, effectivement, ça permet donc de gagner du temps. Euh, Et Globalement, après, oui, sinon, si on ouais, voulait parler juste du temps, je pense on peut clairement penser qu'on divise par 2 ou par 3 le temps de conception, parce qu'en fait, on va éviter des nombreux prototypes physiques. En fait, c'est surtout ça aussi l'avantage, c'est on va pouvoir éviter d'acheter de la matière, éviter de produire, en plus, si on produit à l'autre bout de la planète, etc., des prototypes. Donc, on va déjà aller plus vite sur le modélisme et la création, mais en plus, on va économiser aussi à l'entreprise et toute la chaîne, en fait, va se raccourcir aussi dans l'entreprise, même au niveau du développement. Pour éclairer ce que tu viens de dire, en discuter il n'y a pas tellement longtemps avec une des directrices de la prod un grand groupe avec lequel on travaille, qui nous disait qu'eux, ils ont fait une étude et que le développement d'un modèle, si on prend toute la chaîne, et pour eux, hein, on ne parle même pas du côté fabrication, mais en contrôle de prototype et retravail, renvoi, aller-retour et tout ça, ça coûte autour de 3 000 euros par modèle parce qu'il faut développer des échantillons, et on ne parle même pas du temps, du temps de développement de l'échantillon et de l'envoi par courrier de cet échantillon. Donc effectivement, quand on se demande ce qu'apporte la 3D, c'est effectivement un raccourcissement des délais, et tu l'as très bien dit, et puis également des économies en termes de matière, en termes d'échantillons qui sont importants. On parle de plus en plus de métaverse, hein, vous l'avez vu encore, vous avez peut-être vu aussi des gens qui se mettent de plus en plus, des marques internationales, notamment le groupe Inditex, qui se mettent à communiquer à travers la 3D et la vente directement sur leur site à travers des représentations 3D. Quelle est ton opinion en ce qui concerne le métaverse pour notre industrie du textile? Qu'est-ce Moi, que je tu en pense penses? qu'il y a, en fait, c'est grâce à la 3D, donc à la conception en 3D, ça a permis en fait d'ouvrir de nouveaux champs des possibles, surtout au niveau de la communication. Et c'est vrai que le métaverse, d'un point de vue vraiment pur mode et vente, je pense que ça peut être une chose incroyable qui va s'ouvrir. Parce que déjà, premièrement, le produit va avoir une double vie, c'est-à-dire qu'il va avoir une vie virtuelle et une vie physique si c'est une marque classique qui produit encore des vêtements. Et puis, ça va permettre aussi potentiellement, par exemple, beaucoup pour les jeunes de se réapproprier
des marques, de pouvoir jouer avec, d'avoir une interaction. C'est ça dont on parlait tout à l'heure, oui, Armel Rose. C'est ça, c'est cette idée de créer, grâce à la 3D, cette interaction qui était possible avant en physique dans un magasin ou quand on allait voir un défilé. Et là, on a une nouvelle interaction qui permet en fait d'accéder dans le monde entier à une chose qui en fait finalement finit dans notre salon ou que sais-je, là où on va avoir un ordinateur et pouvoir donc accéder à tout ça. Et donc ouais, ça permet de réfléchir autrement le vêtement et de plus forcément que le voir de façon physique, mais aussi peut-être plus repenser tout ce qui est storytelling, tout ce qui C'est est ça, univers de de faire marque. rentrer dans l'univers, en fait. C'est Et ça, de rentrer exactement. dans et vice-versa, nous, de rentrer dans l'univers de la marque et que la marque rentre dans notre univers. Exactement. Très rapidement, parce que je pense pas qu'on soit très, très en avance. Est-ce que tu pourrais nous parler de formation? Euh, euh, Comment se former? On parle bien de la 3D. Combien de temps faut-il pour être opérationnel? Est-ce qu'il est nécessaire d'être styliste ou modéliste pour travailler en design 3D? Qu'en est-il des formations en école pour les stylistes et les modélistes? Donc la Bah, partie. Alors, pour tout ce qui est formation, c'est vrai que, comme on le disait aussi avant, c'est que c'est un logiciel qui est tellement complet, qui en fait crée un mini atelier, que en fait, plus on a de connaissances et plus on va apprendre facilement et plus on va avoir tout de suite de l'aisance et prendre du plaisir aussi, forcément. Après, c'est un logiciel qui vient du jeu vidéo. Donc, les personnes qui l'utilisaient au tout début n'avaient pas du tout de formation, que ce soit styliste ou modéliste. Donc, il est toujours possible de l'apprendre même sans connaissance. Mais c'est vrai on va moins pouvoir rentrer dans le détail et moins pouvoir développer son idée. Et à la fin, on n'aura pas forcément un patronage qui peut être industrialisable. Mais après, pour la formation, souvent en une semaine, à peu près une trentaine d'heures, on a déjà des très, très bonnes bases parce que c'est un logiciel très, très facile à apprendre et on parle surtout là de Est-ce Clo qu'on l'apprend 3D. à l'école ou pas? Est-ce que les Ça écoles commence, que l'on connaît ça tous, commence tout qu'on doucement. a. Moi-même, j'ai poussé Ouais, d'accord. S-Mode pour créer des formations. Maintenant, c'est la deuxième année que je forme des étudiants à S-Mode Paris. Donc, oui, oui, ça vient tout doucement. Je sais qu'à IFM aussi, il y a une formation maintenant. Oui, oui, ça va arriver tout doucement. Et ce qui est génial, c'est que ça va aussi ouvrir des nouvelles portes dans les entreprises, ouvrir des nouveaux secteurs aussi dans les entreprises. Il y a toute une révolution en marche qui va durer plusieurs années encore, mais qui est déjà amorcée. Ouais. Ok, merci beaucoup Grégoire pour ton intervention. On avance un petit peu plus nous aussi dans notre chaîne. Donc Vincent, tu vas donc nous parler de l'état de l'art de la numérisation et globalement pour qu'on comprenne un peu la démarche. Pour que l'évolution se fasse bien, il faut, tu nous disais quand on préparait, que ce soit une démarche d'entreprise et que pour une grosse structure, ça peut prendre du temps. Oui, Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus et que paradoxalement, ça peut être plus facile d'intégrer la 3D quand on est une petite structure que quand on est une grosse multinationale avec plein de gens. voilà. Donc, malheureusement, il ne suffit pas d'assister à une table ronde et puis de se dire, chouette, c'est génial, je vais passer à la 3D. En fait, la 3D ou la digitalisation du processus de mise sur le marché, ça concerne tous les services de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement le design, le stylisme. Parce que ça va impliquer vos échanges avec vos fournisseurs, comment vous fabriquez, comment vous communiquez sur vos produits, comment vous réalisez vos échantillons. Tout ce qui est après marketing va être aussi peut-être potentiellement changé. Donc, c'est vraiment un projet d'entreprise et ça ne se fait pas en un jour. Et il faut vraiment un moteur qui est souvent la direction de l'entreprise qui se dit, voilà, on va révolutionner notre entreprise et on va passer à la 3D. Alors, le retour qu'on a de nos clients, c'est qu'en général, ça peut prendre jusqu'à 4 ans. Donc, oui, 16 ans de création.
D'accord. Donc, on commence progressivement avec une gamme d'articles, et puis petit à petit, on étend à l'ensemble des produits qui sont développés. Tu nous faisais remarquer également que comme on est dans une chaîne, le poids des leaders peut, par ruissellement, si vous me permettez le terme, entraîner toute la chaîne dans le sillage. Et je crois que tu avais un exemple d'une grosse entreprise de mode Oui, alors, à évidemment, passer évoquer. à la 3D, c'est différent selon votre façon de travailler. Si vous êtes en mode sourcing, où vous faites du développement de style et puis vous confiez tout le développement, l'industrialisation à un partenaire en Asie, par exemple, ce n'est pas la même chose que si vous êtes complètement intégré, vous êtes un groupe qui a ses propres usines de fabrication. À ce moment-là, vous allez avoir une digitalisation qui va aller beaucoup plus loin et avec d'autres outils. Après, c'est sûr que en France, on dit qu'on est un petit peu en retard, mais aussi c'est parce qu'il manque peut-être de grandes marques ou de leaders qui soient passés déjà au 3D. L'exemple en Europe qui est le plus connu et qui se développe le plus ces 2 dernières années, c'est Hugo Boss, par exemple, qui a également son outil industriel avec le groupe Marzotto en Italie et qui, lui, est passé à la 3D avec même des applications sur le cloud et des échanges de matières et de projets avec tous ses partenaires, mais également ses fournisseurs. Et donc, quand vous travaillez avec Hugo Boss et que vous êtes fournisseur de Hugo Boss, forcément, si on vous invite à passer à la 3D, vous voyez ça d'un Vous bon avez œil. plutôt tendance à le faire. Ça Ouais, aide. ok. Voilà. Il y a PVH également, Calvin Klein et Tommy Hilfiger qui sont passés également à la 3D et tout ça entraîne. Donc, si vous avez un domaine habillement, costume qui passe, tout cet univers va migrer. Puis là, si vous avez un grand joueur dans le domaine de la lingerie, ça va booster tout ce domaine-là et le faire transiter vers la 3D. D'accord. Bien compris. En ce qui concerne, tu viens d'évoquer l'intégration des matières. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'intégration des caractéristiques visuelles, structurelles, physiques, pour rendre plus vrai encore et plus vrai que nature nos illustrations 3D? Ouais, c'est ça. Si on veut que ça marche, en fait, il faut que le rendu visuel soit suffisamment bon pour qu'on y croit. Et qu'on y croit assez pour éviter de passer par le physique. Donc, le but de la digitalisation, c'est de réduire le nombre de prototypes. Donc, certains estiment qu'en 4-5 ans, ils peuvent arriver à réduire de 80% le nombre de prototypes. Donc, pour l'approche RSE, pour un problème de coût, possibilité aussi de créer des collections virtuelles, c'est colossal. Ça change complètement la façon de travailler. Avant, pour faire un prototype, il faut faire tout le fil, il faut tisser, il faut confectionner. Ça prend du temps et ça coûte affreusement cher. Là, vous pouvez faire tout ça digitalement. Et donc, pour que ça marche, il faut des bonnes matières. Et pour produire ces bonnes matières, il y a différents types de scans qui sont sortis maintenant depuis 4-5 ans. Et la technologie va dépendre du type de tissu. Je m'explique. Si vous avez un tissu uni, c'est relativement simple à scanner. On n'est pas loin du scanner à plat et puis on vient rajouter une couleur finalement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre l'apparence d'un tissu, c'est quoi? C'est la couleur et la texture. Donc la couleur, on savait mesurer depuis des années avec un spectro, mais la texture, jusqu'à présent, la surface, la pilosité ou l'état de surface, ça, c'était pas mesurable jusqu'à il y a 4-5 ans. Maintenant, c'est possible. Et donc, en fonction de cette texture, on va utiliser des moyens différents. Donc, si on a un uni, un petit motif, si on a un imprimé, au contraire, avec un rapport assez grand, si on a un tissu anisotropique, c'est-à-dire qu'on le voit différemment selon l'angle, selon la lumière qui éclaire le tissu. À ce moment-là, il va également falloir utiliser des techniques différentes. Si on a un tissu qui est transparent ou de la dentelle, là aussi, il y a des technologies et des appareils qui vont être différents. Il y a aussi savoir comment on veut les donner. Est-ce qu'on veut des images avec des couleurs en RGB, donc pour travailler sur l'écran, mais qui après vont devoir être reformulées par les industriels les teinturiers, par exemple, ils vont devoir recréer la couleur que le styliste aura dessinée, ou est-ce qu'on veut, si on est intégré, directement travailler en valeur spectrale que le teinturier va pouvoir utiliser directement. Donc, si vous êtes intégré, vous avez tout intérêt à utiliser des outils de mesure qui vont vous donner des valeurs spectrales parce que vous allez gagner un temps fou
parce que votre partie industrielle n'aura pas à redévelopper les coloris et pourra vous envoyer des valeurs. Donc, toute la chaîne pourra travailler avec un standard de couleurs. D'accord. Est-ce que on avait évoqué aussi le cas particulier des plateformes digitales? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui. Et les supports. Et j'ai une question de Harry qui nous demande, pour une réalisation parfaite, le scan est souvent insuffisant. Un fichier substance est bien plus puissant et surtout malléable. Qu'est-ce que tu peux... Alors, oui, c'est vrai, Substance, c'est génial. Ça permet de créer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on sort du réel. Alors, on retourne dans l'univers du jeu vidéo. Alors, Substance, ça vous permet de corriger un tissu, ça vous permet de corriger une matière. Mais après, quand on va vouloir la fabriquer, on fait comment? Puisqu'on a créé quelque chose de virtuel. L'idée de la digitalisation, c'est d'avoir la reproduction la plus fidèle de la réalité. Donc oui, Substance, c'est super, mais c'est un outil qu'il faut manier avec beaucoup de précaution parce qu'on sait qu'on sort du réel, on passe dans le domaine du virtuel. Et le retour n'est pas toujours facile. Toujours possible, oui. Ok, bien compris. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, la plateforme digitale, si tu veux nous en dire deux mots avant. La plateforme digitale, c'est quelque chose qui se développe depuis 3-4 ans maintenant. Le leader sur le marché, on peut dire, c'est Swatchbook. Donc, c'est une alternative ou une offre complémentaire à des bibliothèques privées de matière. C'est-à-dire que si vous êtes un styliste, vous avez besoin d'une polaire, d'un tissu, vous pouvez aller sur cette plateforme et aller télécharger un fichier qui va vous permettre d'avoir un rendu d'un tissu approchant à celui que vous voulez produire. Donc, c'est en amont de la création où vous allez pouvoir vraiment libérer vos envies de création, mettre de différents tissus. Il y a même dans Swatchbook, vous pouvez même prendre une photo d'un mur ou d'un graffiti et puis l'appliquer sur une chaussure et voir ce que ça donne. Et puis, si ça vous plaît, à ce moment-là, vous commencez l'industrialisation. Mais c'est presque du super créatif avant de commencer à bosser dans Clos. C'est vraiment le grand plaisir ou le délire. C'est la base de données, quoi, en fait. Tu te constitues comme une tissue-tech, entre guillemets? Alors, c'est une tissue-tech. À l'ancienne? Il y a aussi l'aspect ultra créatif, mais il y a aussi l'aspect un peu plus industriel de tissue-tech qui peut être privé ou qui peut être public. Donc, vous pouvez mettre à disposition soit de la société, soit de la société de ses fournisseurs, soit carrément avoir une marketplace où vous proposez votre tissu à la vente. Et Swatchbook se charge de vous fournir un échantillon et des fichiers avec des vidéos, des représentations qui vous permettent d'avoir une bonne idée de ce que ça pourrait être avant que vous l'achetiez. Super, merci beaucoup pour cette introduction. Vincent, il y a une question qui est posée par Caroline concernant les conseils de scan pour les cuirs. Peut-être que tu pourras répondre en direct, ce sera plus voilà, si tu vas dans la conversation, tu vas trouver cette question. Merci beaucoup, Vincent. Oui. Je voulais juste préciser quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme le dit Vincent, effectivement, il y a des plateformes aujourd'hui qui vont où on va trouver cette bibliothèque de matière. L'idée, quand même, c'est que ce soit les fabricants qui donnent la data. Et c'est ce qui se passe. C'est clair, c'est clair. L'idéal, c'est quand même ça. On trouve une matière. C'est ce qu'on a, nous, dans le tricot. Effectivement, on a des bases de données des fabricants de fils, puisque nous, on travaille avec un fil. Alors, on peut scanner des fils, mais si on a directement le scan depuis le fabricant de fils, bah, c'est clair que on a l'info à la racine et c'est toujours beaucoup mieux. Donc, je pense qu'on va se faire taper sur les doigts par Natacha, mais je vais passer 2 minutes sur ce que moi, j'avais à rajouter sur la fabrication, même si vous avez dit énormément de choses. Un aspect qu'on n'a pas évoqué sur la 3D, on l'a évoqué, mais parce qu'il est toujours comme ça en filigrane, parce qu'on fait moins d'échantillons, on gagne du temps et au final, quelque part, c'est une démarche éco-responsable. On le voit jamais comme ça, c'est pas comme ça qu'on le présente. On le présente souvent comme étant la technologie, le 21e siècle, ainsi de suite. Mais on a besoin aussi de faire tous des efforts d'éco-responsabilité. Et c'est un effort qui est facile. Comme le disait Grégoire, on est vite formé, on peut être vite formé, on gagne énormément de temps. Et en ce qui nous concerne, nous fabriquons des pulls, ça nous permet d'atteindre quasiment le zéro déchet. C'est-à-dire que par rapport à une technique traditionnelle qui consiste à faire soit des laisses de tissu, à couper dedans et puis à assembler, soit à faire des panneaux et puis à les monter
ensuite à les monter. On gagne entre 10, 15, parfois 20% de matière. Et donc, ce sont des déchets qu'on ne crée pas. Et ça, c'est les meilleurs des déchets. Hein. Ce n'est pas ceux qu'on arrive à recycler, les meilleurs des déchets, c'est ceux qu'on ne crée pas. Donc voilà, ça permet une réduction également de coûts, c'est évident. Aussi, au niveau de la fabrication, vous l'avez évoqué, au niveau de la conception, gain de temps, gain de coûts. On en a parlé sur toute la chaîne, comme ça, en disant qu'effectivement, là aussi, ça permet, en transmettant les informations à chacun des maillons de la chaîne sans déperdition, depuis la création jusqu'à la communication finale, de gagner du temps et gagner de l'argent. Et en fabrication, nous, on a ce gain de matière première qui, parfois, quand on est sur des fils qui peuvent valoir, je pense à un fil de cachemire de qualité qui va valoir 200 € le kilo, si sur un pull, on gagne 25 grammes, on n'a pas travaillé pour rien, quoi. C'est vraiment extrêmement important. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi. Nous, notre volonté, elle est à tous sur la 3D, c'est de limiter le nombre d'échantillons et de pouvoir, depuis la conception, intégrer les notions de modélisme et de biennale directement en lien avec la fabrication. Nous, nos machines donc tricotent en 3D sans aucune liaison, sans aucune couture, et en une seule pièce. Tout ça, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est que on crée un avatar, nous aussi. Alors, malheureusement, on est aujourd'hui sur des outils qui sont différents de Clos, qui sont des outils qui sont maison du fabricant de machines japonais Shimaseki. Et aujourd'hui, les deux systèmes peuvent discuter. On peut récupérer des fichiers, mais ça reste quand même une conception qui est un petit peu différente. Mais le but reste exactement le même, qui est modéliser sur un avatar et d'être en direct, en ligne après avec la machine et la fabrication. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus parce que je crois que Natacha nous appelle. On arrive à la fin, justement. Exactement. Donc, si on reprend en conclusion les idées fortes, c'est que la 3D dans la mode, ce n'est pas du futur, c'est du présent. On est tous là pour en témoigner. Le matériel est déjà là, depuis le design, l'intégration des matières, comme le disait Vincent tout à l'heure, le modélisme, la fabrication, l'animation, la communication et la vente. L'intégralité de la chaîne doit évoluer et pour certains, on le sait, ça va être long. Hein, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Ça peut prendre plusieurs saisons. Et il a parlé de 8 saisons pour arriver à intégrer dans une grosse entreprise. Et il faut que ce soit, et c'est un rappel, il faut que ce soit une volonté au départ de l'ensemble de l'entreprise pour que ça aille au bout. Sinon, ce ne sera jamais que de la cosmétique. On se fera plaisir en disant qu'on fait de la 3D, mais ce ne sera pas une solution industrielle. Et voilà, et que la formation en école de design textile en est encore peut-être à ses débuts, mais qu'il y a, et Grégoire nous le disait tout à l'heure, il y a de bonnes pistes, notamment S-Mode, voilà, et l'IFM qui bosse dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires auxquelles on peut vous avez répondre. répondu au fur et à mesure, Grégoire. Oui, juste je me permets de repréciser aussi pour les professionnels qui nous écoutent et qui voudraient se former, sachez qu'il y a Fashion Green Hub qui organise des formations.